Les impôts, c'est comme les conneries, on finit toujours par les payer, c'est la phrase du jour. Messieurs, vous n'êtes pas du tout concernés par ce que je viens de dire. Marc Delez, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, c'est le débat politique du jour. Je vais commencer, Georges Fenech, en préparant cette émission. Je regardais votre Twitter et j'ai lu cette phrase étonnante que vous allez m'expliquer et qui va peut-être faire réagir Marc Delez. Nous sommes tous des bonnets rouges, avez-vous dit pourquoi ? Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une contestation généralisée dans notre pays, que ce qui se passe en Bretagne, finalement, c'est la démonstration de ce qui se passe en réalité dans toute la France. Et nous sommes des bonnets rouges parce que nous sommes solidaires de la Bretagne, nous sommes solidaires des souffrances de la Bretagne. Et donc de la contestation, non pas de ce qui se passe au niveau de la violence, évidemment, que je condamne, mais nous sommes tous solidaires de la Bretagne qui est en train de souffrir. C'est pour ça que dans mon tweet, effectivement, je dis nous sommes tous des bonnets rouges aujourd'hui. Vous aussi, Marc Delez. Moi, je ne le dirais pas exactement comme ça, parce que en Bretagne, il y a un mouvement, mais qui est très hétéroclite quand on regarde les revendications des uns et des autres. Ceci étant, ce qui est réel, c'est qu'il y a une exaspération sociale et populaire, je pense, assez importante dans le pays. Et pour ce qui nous concerne, nous appelons à un changement de cap et à un changement de politique. Vous avez dit hétéroclite, vous condamniez de voir des petits patrons locaux à côté des ouvriers ou des employés? Écoutez, c'est hétéroclite parce que les revendications, évidemment, ne sont pas les mêmes et que les intérêts ne sont Ils ne peuvent pas se rejoindre, ces intérêts, à un moment ne sont pas les mêmes. Honnêtement, je ne le crois pas. Je pense que par rapport à ceux qui défendent l'allègement du coût du travail, nous pensons que c'est le coût du capital qui est un problème pour ce pays et pour son industrie. Alors certains dénoncent les casseurs, vous y faisiez allusion, Georges Fenech, et certains dénoncent l'impunité, voire l'absence actuellement du ministre de l'Intérieur sur ces sujets-là, en disant que sur d'autres manifestations récentes, on aurait réagi beaucoup plus violemment s'il y avait eu ce type d'acte. Vous faites partie de ceux qui dénoncent cela ? Oui, mais il s'agit quand même, il ne s'agit pas de délinquance de droit commun. Il s'agit d'une délinquance, je dirais, sociale. Et tous les gouvernements ont toujours eu une autre manière de traiter ce type de délinquance. Ça reste quand même des infractions à la loi. La destruction de biens publics, c'est inacceptable. Voilà, moi je pense qu'il faut marquer l'autorité de l'État. C'est sûr que le ministre de l'Intérieur doit être sur le terrain en ce moment. Mais pour autant, ne pas considérer que ceux qui se révoltent... Hétéroclite, vous disiez, c'est vrai... Mais qui aujourd'hui peut se satisfaire? On voit bien les agriculteurs, les petits commerçants, les petits artisans, les patrons. Donc il y a une contestation aujourd'hui qui est transversale dans toutes les catégories sociales. Et ce genre d'exaction, je dirais, est une espèce d'acné et de violence qu'il faudra que cesse, bien entendu, mais qu'on peut comprendre. Je suis assez heureux d'entendre mon collègue parler de cette manière. Ceux qui luttent pour leurs revendications, pour leur dignité de salarié, etc., ne sont pas des délinquants. C'est ce que nous avions dit avec force il y a quelques mois, lorsque, au nom de mon groupe, j'avais rapporté une proposition de loi d'amnistie sociale, comme tous les gouvernements en ont fait voter depuis le début de la Ve République. Et à l'époque, que n'ai-je entendu, hein. Et hier, les salariés, ce qu'on appelle les 5 de Roanne, passaient en justice. Et nous pensons qu'effectivement, une mesure d'amnistie dans ces cas-là, à condition que les choses soient bien cadrées sur le plan juridique, peut contribuer à l'apaisement. Ça ne peut pas favoriser ce genre d'action qui peut desservir finalement la cause défendue au départ. Les Français qui voient que ça va coûter beaucoup d'argent, est-ce que ça peut pas... Il y a un équilibre à trouver, évidemment. Il y a évidemment un équilibre à trouver, et cet équilibre doit bien sûr être trouvé aussi dans le dialogue. Oui, moi je réaffirme devant mon collègue Marc Delez que je condamne toutes ces destructions et ces violences, surtout quand elles sont physiques, on en a connu. Hein. Donc je m'étais opposé à cette loi d'amnistie que vous aviez... Mais elle ne concernait pas les violences physiques, hein, je me permets de le rappeler. Ce n'était que très limité sur les biens. Je crois qu'il y a un état de droit, il y a des règles à respecter. Simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à un certain moment, les hommes explosent. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il faut que tout cela rentre vite dans l'ordre. Et ça dépend évidemment du gouvernement et du président de la République. Votre regard sur ce contrat écotaxe qui fait aujourd'hui polémique, alors certains disent que ce contrat est normal, il y a même eu un rapport du Sénat
en février 2013, qui avait étudié ce contrat et qui avait dit 20% c'est normal pour les frais de fonctionnement et l'avance de trésorerie, que... Enfin bref, il y avait eu cette étude. Aujourd'hui, tout le monde semble se mobiliser contre ce contrat. Est-ce qu'on a assez d'éléments aujourd'hui pour juger ? Merci. En février 2013, au Sénat, ma collègue Evelyne Tidier, sénatrice du groupe communiste, avait été un peu seule en pointant dans ce contrat tout ce qui est en lumière aujourd'hui. Donc on découvre aujourd'hui une certaine réalité, qui quand même pose bien des questions, hein, et qui justifie, je crois, pleinement la demande de commission d'enquête parlementaire qui a été formulée au Sénat et qui doit permettre d'apporter un certain nombre de réponses. Vous avez compris, Georges Fenech, que Jean-François Copé soit aussi sévère hier matin face à ce contrat donc signé par votre camp, si j'ose dire, et puis un peu rétropédalage dans l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais après il faut y avoir de peu plus près sur le coût du concessionnaire et Ecomove, parce qu'il y a deux choses en réalité. Il y a l'écotaxe et puis il y a la gestion. Aujourd'hui, s'il y a une crise, une révolte, c'est contre l'écotaxe, c'est pas contre la gestion, c'est pas contre Ecomove. On a l'impression qu'il y a un écran de fumée aujourd'hui par la gauche qui essaie de dire, vous voyez, c'était votre affaire et en plus vous l'aviez mal géré. Et on réclame une commission d'enquête devant le Sénat. Ce qu'a dit Jean-François Copé, il s'est étonné du coût. Mais en réalité, quand on regarde bien les choses, je pense qu'il les a regardées aussi, ça existe ailleurs, notamment en Allemagne, et on est moins cher qu'en Allemagne. Que fallait-il faire ? Fallait-il embaucher des fonctionnaires ? C'était pas la politique suivie par Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc il y a eu cette concession, ce partenariat public-privé, avec cette société Ecomove qui est italienne à 70%, le reste étant SNCF, Thales, il y a quand même des entreprises françaises. Je veux dire qu'il faut arrêter l'intoxication et la rumeur. On réclame une commission d'enquête au Sénat aujourd'hui sur... On voit bien la manœuvre. En réalité, il y avait déjà eu des décisions de justice, puisque le Conseil d'État s'était prononcé à la demande d'une partie qui avait été évincée au moment de l'appel d'offres. Le Conseil d'État a confirmé la régularité de la procédure. Il y a eu aussi des rumeurs. Y a-t-il pas eu un délit de favoritisme ? J'ai vérifié. Le parquet de Nanterre a fait une enquête préliminaire qui n'a révélé aucune infraction. Donc là, on a vraiment une manœuvre de diversion, je dirais, de la gauche. Le sujet, c'est pas Ecomove, même si on doit s'y intéresser. Le sujet, c'est la taxe, les impôts, les Français ne supportent plus. Alors, on a beaucoup parlé du Sénat, avec notamment cette commission d'enquête. Alors, unanimité hier soir du Sénat contre la réforme des retraites. Alors, je pense souvent aux téléspectateurs qui ont une vision de la politique peut-être moins profonde que la vôtre, qui d'un seul coup entendent Marisol Touraine se réjouir finalement que les socialistes aient voté contre cette réforme des retraites, puisqu'il y a l'unanimité. Le Sénat a refusé cette réforme parce qu'elle avait été amendée, c'est ce qu'il faut expliquer. Donc au Sénat, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la gauche n'a pas la majorité. Et vous êtes bien placé, représentant du Parti communiste, Marc Delez, pour nous l'expliquer. Du Front de gauche, oui. On va y revenir au Front de gauche. Oui. Mais écoutez, le problème, c'est que pour que la majorité de gauche du Sénat puisse trouver son plein épanouissement, encore faut-il lui permettre que le gouvernement lui permette de le faire en lui présentant des textes qui permettent de rassembler la gauche, ce qui n'est pas le cas. Parce que, alors c'est vrai que vu de loin, ce refus unanime du Sénat peut sembler un peu bizarre auprès de nos concitoyens, parce que c'est pour des raisons différentes, évidemment. Bien sûr. Bon. Ceci étant, ce que je voudrais aussi rappeler, puisqu'on n'a pas encore rappelé ce matin, c'est que le vote positif à l'Assemblée nationale, en première lecture sur ce texte, a été très, très étriqué. 11 voix. Hein. Il y a eu 11 voix d'écart, effectivement. Hein. Donc, et nous sommes très opposés, comme vous le savez, à cette réforme des retraites, parce que nous pensons qu'elle est profondément injuste. Donc vous n'êtes pas opposé pour les mêmes raisons. On n'est pas opposé pour les mêmes raisons. C'est pas une réforme des retraites à laquelle on a assisté, on l'a dit pendant le débat, c'est un impôt supplémentaire. Bon. On pourrait rajouter qu'au moment de la discussion à l'Assemblée nationale, du vote, il y a eu 17 socialistes Oui, c'est vrai. qui n'ont pas répondu présent. Aujourd'hui, c'est le Sénat, qui est quand même à majorité de gauche, on le sait, un président de gauche, M. Ben, qui rejette ce texte. On a le sentiment aujourd'hui, et je ne m'en réjouis pas, même en étant dans l'opposition, qu'il y a une espèce de vacuité du pouvoir. On se dit que qui tient le pays aujourd'hui ? Quand on voit une majorité hétéroclite, vous aviez, par exemple, sur le non-cumul des mandats, je me souviens que vous étiez dans l'opposition. On s'était retrouvés d'ailleurs à ce moment-là, et sur beaucoup d'autres sujets. La teneur de ce débat le montre d'ailleurs ce matin. Vous ne semblez pas vraiment opposé.
sur beaucoup de sujets. Écoutez, on est mécontents, chacun pour des raisons. Nous n'avons pas la même vision, je dirais, de la politique de la société et de l'organisation économique. Mais nous rejoignons aujourd'hui sur le fait que, enfin, je me dira mieux que moi, que la politique menée par François Hollande et Jean-Marc Ayrault est totalement déconnectée d'une réalité. Voilà. Je pense que tous les deux nous appelons quelque part à un changement de cap. 91% des Français. Comme 91% des Français. Ceci étant... C'est pas le même cap que vous défendez l'un et l'autre, ça, on l'avait compris. C'est pas le même cap. Hein. Moi, je souhaite un cap résolument à gauche. Alors, Marc Delez, vous parliez du front de gauche tout à l'heure. L'avenir du front de gauche est-il en danger, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, à cause des différentes situations dans les municipales? On l'a vu dans le Nord, avec un accord avec le PS à Paris. Ah, pardon, dans le Nord, on a vu à Paris. On l'avait l'autre jour avec un représentant du PC également. Votre situation dans le Nord pose problème également. On sent qu'il y a une différence de discours entre le national et le local. Est-ce que ça met en danger le front de gauche? Je ne crois absolument pas que ça puisse mettre en danger le front de gauche. Les élections municipales sont des élections locales. Il appartient, localité par localité, aux responsables du front de gauche et aux militants du front de gauche de décider ce qui leur apparaît comme étant la meilleure stratégie possible pour, avec un objectif, et toujours un seul objectif, rassembler le plus largement possible à gauche sur des orientations qui puissent être utiles à nos concitoyens. Alors, j'allais dire même problème, même punition de votre côté avec le MoDem et l'UDI donc, qui viennent de créer ce rassemblement hier avec messieurs Bayrou et Borloo. On entend d'ailleurs que Jean-Pierre Raffarin ce matin a dit que c'était l'équipe 2 de l'opposition. Je ne sais pas si ça va leur plaire. Vous aussi, localement, vous avez des élus du centre qui passent des accords avec le PS. Et puis nationalement, on entend le MoDem et l'UDI se rassembler et dire « nous sommes de toute façon les alliés de la droite ». La lisibilité pour les citoyens devient assez compliquée. Oui. Il y a combien de centres? C'est vrai qu'on se pose des questions. Le cheminement chaotique, je dirais, de François Bayrou et notre électorat, l'UMP, ne peut pas oublier qu'il a quand même appelé à voter François Hollande. Moi, je vais participer à la campagne lyonnaise contre Gérard Collomb. Actuellement, il y a des discussions pour qu'il n'y ait qu'une liste commune avec le centre. Je pense que nous allons y arriver, mais en aucun cas, il n'y aura, de mon point de vue, d'alliance possible avec un MoDem qui a participé à la gestion de Gérard Collomb. Moi, je crois que les électeurs aujourd'hui ont besoin de clarté. Où on se situe politiquement. Voilà, surtout que les débats sont quand même aujourd'hui essentiels et je pense que les municipales vont être la première occasion pour les Français de manifester aussi leur mécontentement. Vous avez des gestions comme des villes comme Lyon, par exemple. La première des annonces de Gérard Collomb, c'est de dire « j'augmenterai les impôts ». Quand on voit l'augmentation des impôts dans les mairies, quand on voit l'augmentation des impôts dans les régions socialistes, il y a aussi quelques raisons de vouloir La sanctionner. campagne a commencé, on l'a compris. J'aimerais qu'on parle de Christiane Taubira qui fait la une de 2 journaux nationaux ce matin à propos du racisme. Alors, 2 choses bien différentes. D'abord, le combat politique. Ce combat politique est-il plus violent qu'avant? Est-ce que vous sentez qu'il est en train de se tendre un peu? Oh, écoutez, je pense qu'il y a des périodes de notre histoire où il a été au moins aussi violent. Je crois que ce qui caractérise un petit peu la période, c'est que malheureusement le débat politique ne se focalise plus sur les grandes questions de fond, sur les grands débats d'idées qui donnent à la politique toute sa noblesse de l'échange entre la droite et la gauche qui existe depuis la Révolution française. Et je crois que c'est ce débat d'idées-là qui serait de nature à intéresser les concitoyens et à les réconcilier quelque part avec la politique. Alors, il y a les raccourcis, je sais pas, Georges Fenech, évidemment, chacun a ses formules de temps en temps, mais vous avez dit l'autre jour que Christiane Taubira était une alliée de la voyoucratie. Est-ce que ça contribue à apaiser le débat? Alors moi, je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour lutter contre toute forme de racisme. Je ne faisais pas du tout de lien avec ça, évidemment. Et franchement, je suis scandalisé. Il ne faut pas non plus faire un focus trop important à partir de réactions de quelques imbéciles, je dirais. Hein. Donc, la France n'est pas raciste, de mon point de vue. Bon. Ceci dit, je suis un farouche adversaire de la politique de Christiane Taubira. Je dis, elle devient l'alliée de la voyoucratie. Bon, ce sont des terminologies qu'on emploie tous maintenant pour être un peu entendus. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ces projets de réforme sont un très mauvais signal pour, effectivement, les délinquants. Quand on dit plus de peine plancher, quand on dit on supprime les peines d'emprisonnement pratiquement jusqu'à 5 ans pour les remplacer par des
soi-disant contraintes pénales, ça fait sourire la vraie délinquance. Et donc ce signal se traduit par des explosions actuellement, des violences partout dans notre pays. On voit les chiffres augmentent. Donc vous voyez que je critique Taubira dans sa politique, évidemment. Ce qui est assez frappant dans ce que vous rappelez, c'est que malheureusement, lorsque Christiane Taubira a été victime de cette attaque absolument inqualifiable, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup à haut niveau de réaction. Et qu'en d'autres temps, j'ai le sentiment qu'à droite comme à gauche, il y aurait des voix très autorisées qui se seraient élevées dans la République pour condamner ces propos. Et là, quelque part, on a le sentiment que c'est passé sans qu'il y ait de réaction particulière jusqu'à hier et jusqu'à hier ce matin. Non, il ne faut pas banaliser ce genre de choses. Il ne faut absolument pas banaliser. Évidemment, il y a des institutions, il y a des... Veiller à tout cela, la représentation nationale l'a fait quand même lors des questions d'actualité. Oui, c'était je crois que le Premier ministre est intervenu et on ne peut être que solidaire évidemment de tout cela. Mais encore une fois, c'est quelques imbéciles comme je dis. C'est pas la France. Merci messieurs en tout cas d'avoir entamé cette journée avec nous. Je rappelle que Georges Fenech, vous êtes député UMP du Rhône, Marc Delez, député communiste du Nord. Je vous souhaite une belle journée. Dans quelques instants, Denis Jeanbart, Jean-Daniel Lévy, Gérard Leclerc et Philippe Laby vont me rejoindre. Merci messieurs.